c'est bien. Maintenant, je pense qu'on est... hop, hop, voilà. Ça y est, on le voit bien là. Alors, donc, je disais, on est, donc, j'ai parlé, donc, voilà. Hop. Alors, dans ce monde, on a bien besoin de se nourrir, mais surtout de se déplacer. Comment et avec quelle énergie? Alors, évidemment, dès qu'on parle d'énergie, moi, bon, bien sûr, l'électricité, c'est ce que j'aime bien, mais il y a aussi les autres énergies. Et je pense que le choix, que ce soit l'hydrogène, la batterie, ce que vous voulez, après, c'est des choix qui sont soit économiques, soit politiques. Mais il est, il est bien évident qu'aujourd'hui, le futur tend beaucoup plus vers l'électricité pour des tas de raisons. La voiture électrique, ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Ça va de la jamais contente qui a franchi le cap des 100 km à la Tesla d'aujourd'hui. Mais je dirais surtout, beaucoup de gens parlent de la Tesla, mais ce qui est le plus difficile à faire, c'est de faire un petit véhicule, une citadine avec un coût réduit. Ça, on ne sait pas encore trop bien, mais ça va venir. Alors, il y a eu des tas de choses qui ont été dites, je ne vais pas les redire. Si on parle dans le passé, pour faire produire une puissance d'un cheval, 736 watts, il nous faudrait 3 kg de charbon et 20 kg d'eau. Hier, 400 grammes de pétrole ou 100 kg de batterie. Voilà, en gros, c'est évident que lorsque je vais faire un plein d'essence ou de gasoil, Yves l'a bien expliqué ce matin avec les 900 km et autres, mais si je veux le traduire en électrique, c'est vrai que ça coûte très cher. Mais l'électrique, il n'y a pas que, on parle beaucoup de la batterie et de son autonomie, mais il y a aussi, surtout, aussi le temps de charge. Si je prends une charge à la maison pour un chargeur 3 kW, c'est 8 heures, c'est l'équivalent d'un chauffe-eau électrique. Si je veux le faire en 1 heure, on est à 25 kW, et donc c'est pratiquement l'alimentation d'un immeuble. En 3 minutes, 2-3 minutes, ben je suis sur l'alimentation d'un quartier. Alors, on comprend très bien d'abord, ce n'est pas possible, parce qu'on nous parle beaucoup aujourd'hui de dire, ben voilà, il nous faut maintenant, pour faire fonctionner la voiture électrique, des bornes de recharge partout. OK, mais avec quoi on va les alimenter? Imaginez un instant la place Jaune avec son chargeur rapide. Ce n'est pas possible. Je ne vois pas comment on pourrait les alimenter. Et puis la deuxième chose dont on ne parle pas beaucoup, c'est comment je vais avoir ces bornes de recharge rapide. Parce qu'en connectique mécanique, un chargeur ne serait-ce que de 25 kW, vous êtes sur des sections de câbles très élevées, ce n'est pas pratique à mettre entre les mains de tout le monde, alors qu'un chargeur par induction, je ne vois plus rien, je ne m'occupe de rien, je n'ai pas besoin de toucher le véhicule, je charge directement sans m'en occuper du reste. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, lorsqu'on nous parle, imaginons 1 million de voitures électriques en France. Le 1 million de voitures se branchent le soir sur le réseau. C'est l'apocalypse, c'est 50% va disjoncter le réseau. Alors ça, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est la réalité. Pourquoi? Parce que d'abord, la section des fils électriques qui sont là, qui parcourent nos villes, n'ont pas été dimensionnés pour un surplus électrique. Ça veut dire qu'il va falloir une installation nouvelle.
ce sont des choses dont on ne parle pas beaucoup, mais qui sont là, et c'est ça qu'il faudrait résoudre très rapidement. La recharge électrique ne date pas d'aujourd'hui, les bornes de recharge depuis 1800, mais bon, ça n'a rien à voir de comparable, ni on n'est pas dans la même catégorie. Alors, maintenant, on a parlé beaucoup de voitures électriques, mais si on parle d'un bus électrique, par exemple, là, on est sur une puissance de batterie beaucoup plus élevée, et ce n'est pas en 8 heures ou en 6 heures que je vais charger ça. On peut imaginer décentraliser cette charge vers une usine et donc avoir un robot manutentionnaire. Est-ce qu'on peut appliquer ça à une voiture électrique? Il y a eu quelques expériences avec Renault en Corée, mais bon, ça n'a pas été très concluant. C'est une voiture, deux voitures, parce que manipuler 300 kg ou 600 kg, ce n'est pas si facile que ça. Alors, au niveau du... Si on laisse certains nous disent, mais bon, pour les villes, les caténaires fonctionnent très bien sur les tramways. Ça va, oui, ok, ça fonctionne. Mais si vous voyez ici, les maisons, ces fenêtres sont fermées. L'hiver, quand il y a un peu d'humidité, là, vous avez une belle pollution électrique. Alors, ces derniers temps, on a dit, écoutez, je vais déporter, au lieu d'avoir une ligne aérienne, on va mettre une ligne au sol. L'exemple du métro, du tramway de Bordeaux. Ce qu'il y a, c'est qu'une ligne au sol, c'est 750 volts avec des transitoires qui peuvent aller de 1500 à 2000 volts. Évidemment, on ne va faire passer le tram que on n'alimentera que les tronçons où le tram se situe. Bon, c'est des choses. Mais bon, on n'a rien inventé, ceci existait bien avant, puisque le premier métro parisien, c'était un métro sur ce type-là, mais ce qu'on appelait le métro à plomb. Alors revenons un petit peu en arrière, et vous avez ici la place Jotte. Alors pourquoi je vous montre ça? Clermont-Ferrand a été précurseur. Vous avez une ligne de tramway, la première ligne aérienne, avant le métro à plomb, et j'espère que demain, avec l'INP, avec ce qui se fera, que Clermont-Ferrand se distinguera encore dans la mobilité de demain. Ça, c'était... On va tout faire pour ça. et nous arriverons, je suis persuadé qu'on y arrivera. Alors, il y a eu avec Siemens aussi des essais pour les camions. Bon, on met un caténaire et on se dit, bon, ben voilà, je peux faire de l'électrique, mais on ne peut pas faire ça avec un véhicule. Ce sont les questions, alors je parle de ça, ce sont les questions qui se sont posées lorsqu'on a commencé à parler de la route électrique. C'est pour ça que je vous fais un petit peu l'énumération. Alors Volvo avait revenu dans l'aérien, donc on met quelque chose au sol, mais ça reste des choses assez lourdes qu'on ne peut pas pratiquer au niveau. On a imaginé, il y a aussi des solutions avec des systèmes à biberonnage, donc pour les transports en commun, au lieu de mettre des lignes, donc on charge à l'arrêt. Et on arrive donc, nous, à la solution, ce qu'on appelait la route électrique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette route électrique? C'est quoi et comment ça marche? Alors, je vais vous faire rêver un petit peu. Imaginez demain une route connectée qui amènerait l'électricité à un véhicule en mouvement et qu'en même temps, elle amènerait l'information. Et on parle beaucoup ces derniers temps de véhicules autonomes. Alors, les véhicules autonomes embarquent une centrale informatique élevée, énorme, qui prend beaucoup de place dans le véhicule et on n'arrive pas à résoudre tous les problèmes qu'il y a sur la route. Si demain la route devient une route communicante, c'est-à-dire qu'elle va amener l'électricité, mais aussi l'information au véhicule,
elle va amener de l'Internet, des tas de choses, donc on parle de la 5G, donc vous pouvez avoir ici énormément d'informations, à la fois de communication et d'électricité. Alors, comment ça marche? Comment ça marche? En fait, lorsque je vous ai parlé au début de cette conférence du transformateur, et où je vous avais dit, à travers cette expérience, j'ai compris que je n'ai rien compris dans le transformateur. Alors, pourquoi? Parce qu'on remet en question, on remet en question plein de choses, parce que ce qu'on nous a appris, ce que j'ai appris et ce que j'ai enseigné aussi pendant un petit moment, mais après j'ai compris que ce n'était pas du tout ça, c'est que le, la mutuelle inductance qu'on peut avoir entre les bobines, on peut la faire différemment. Si je mets deux bobines comme vous voyez ici, et que j'essaye de faire ce transfert, je vais réussir. Parce que bon, le transfert de l'électricité, certains vont me dire, ouais, mais maintenant on trouve dans le commerce des systèmes pour charger mon téléphone, pour la brosse à dents, pour ça. Ça, tout le monde sait faire. Parce qu'on est sur des petites puissances et le rendement n'est pas un facteur. Si vous regardez le rendement de ces là, on est dans des 10, 15, 30%. Mais transférer de l'électricité à un véhicule, il faut des rendements au-delà de 80%. Et puis, le deuxième facteur, c'est de ne pas perturber l'environnement. Parce que dès que vous ouvrez un circuit magnétique, ben, c'est ce qui nous est arrivé, comme dans la thèse de Benoît Michaud, où on perturbait tout le monde. Alors, on a donc le primaire qui va être au sol et le secondaire dans le véhicule. Mais comment on fait ça? Alors là, j'ai eu la chance et le plaisir de travailler avec Marcel Juffer de l'École polytechnique de Lausanne, qui est un grand spécialiste dans le domaine aussi de l'électromagnétisme. Et c'est là qu'on redécouvre le théorème d'Ampère, comment circule le courant et comment les champs se bouclent. Et donc, on est arrivé, au lieu d'avoir des cercles, on est sur des rectangles, avec un vide au milieu. Et là, on a commencé très vite à atteindre la barre des rendements de plus de 80%. Et donc, notre transformateur, il est constitué par des systèmes bouclés comme ça, en fil de Litz. Et là, il faut un générateur. Et c'est ça ce que on a associé. Donc, à Lausanne, ils avaient des problèmes au niveau du convertisseur, de l'onduleur à résonance. Et là, les travaux que j'avais eus avec le professeur Foch sur les onduleurs à résonance, on est arrivé à faire des générateurs capables de, et en l'optimisant, quand on voit comme ici, on arrive à des rendements de plus de 90%. Et là, ça devient très, très intéressant. Alors, bon, je passe sur les formes d'ondes. Donc là, on voit bien qu'on est sur un onduleur à résonance avec des rendements élevés et des pertes par commutation extrêmement faibles. Pratiquement, voilà, pour donner un ordre de grandeur, on est sur un convertisseur de 3 kW avec un rendement de 92%. Et une distance entre le primaire et le secondaire de 5 cm. Alors, au début, nous, on se disait, oulala, mais il va falloir des distances plus importantes. Non, non. Et ce que les gens de Renault nous avaient expliqué à l'époque, c'est non, la jupe d'une Formule 1 est à 5 cm du sol. Aujourd'hui, les véhicules sont de plus en plus bas, ça ne sert à rien de monter parce qu'on va perdre en rendement. Et alors, tout ça, ça a bien fonctionné, mais il y a un autre problème qui s'est posé. Alors, on a utilisé un petit véhicule de Renault parce que ces contrats étaient financés par Renault. Intuisi, pourquoi Intuisi? Parce que c'était l'élément qui pouvait s'intégrer dans le laboratoire. On n'a pas de place, donc on ne pouvait pas prendre une grande voiture.
On a pris bon, le principe. L'idée, c'était d'essayer le principe. Alors, évidemment, on ne peut pas alimenter toutes les bobines en même temps. On ne peut alimenter que la bobine où se trouve le véhicule. Ça veut dire qu'il faut commuter ces bobines et avoir... Alors là, on a rencontré un premier problème parce que pour le transfert en statique, ça ne posait aucun problème. Le véhicule s'arrête, il se met bien sur la borne, il se charge. Mais ce que disaient les gens de Renault, ce serait intéressant que sur autoroute. Donc sur l'autoroute, donc là, le véhicule doit être en mouvement. On s'est dit, oh, parce que bon, à Lausanne, ils arrivaient à une vitesse maxi de 25 km à l'heure. Alors, parce que ces interrupteurs doivent être des interrupteurs bidirectionnels en courant et en tension. Là, ça complique les choses. Eux, ils avaient pris des relais, et donc les relais ne pouvaient pas aller. Alors, on s'est dit, nous, allez, on va mettre des mostres extrêmement rapides, mettre des choses. On est arrivé à faire des commutateurs qui commutaient en 200 nanosecondes. Et là, on redécouvre un autre principe physique réel. La réalité, elle est là. C'est que l'énergie ne s'établit pas instantanément. Et quand le véhicule, en gros, pour résumer, on ne dépassait pas les 50 km à l'heure. Et là, c'était un gros échec. Là, on se disait, bon, c'est bien l'induction en statique, mais il ne faut pas rêver, ça ne sera pas demain sur l'autoroute. Et ça m'avait un petit peu chiffonné. Entre-temps, il y a eu la fusion centrale-Supélec. Nous, on rêvait de voir ce véhicule autour de l'école, mais avec les travaux, avec tout ça. Et il y a encore un bon visionnaire, un grand manager, qui est Moumen Darchérif. Il dit, bon, moi, à l'ECAM et PMI, j'ai de la place, venez, on va déménager tout. Donc, les gens de Renault aussi disent, on ne va pas perdre notre temps, allez hop, on déménage. Et donc, on est parti à l'ECAM et PMI. Alors là, ça pour vous montrer un petit peu la coupure, malgré que l'interrupteur est très rapide, l'énergie ne s'établit pas comme ça. Et on cherchait, on n'arrivait pas à trouver la solution. Alors, voilà, ici, on est dans le laboratoire Supélec. On a un essai ici à 15 cm. Au départ, on travaillait avec 15 cm, mais bon, ça s'est réduit à 5 parce que ça ne servait à rien. Malgré ça, pour une puissance de 1,5 kW, on était à 93% de rendement, ce qui est excellent. Là, on est toujours avec notre fusil et on a remis des caches sur les bobines. Ça fonctionne, donc la faisabilité à petite vitesse ou en statique était très bonne. Il nous restait la grande vitesse, l'autoroute. Et là, on ne sait pas quoi faire. Ici, c'est la manip, on l'a déplacée au centre de recherche de Renault, au Technocentre. Donc là, on est à Guyancourt avec le Twizy. Ici, vous avez les commutateurs, enfin les commutateurs statiques. Mais bon, c'était bien. Et pas vraiment ce qu'il faut, ben, on était là. Alors, ce principe a été repris par VDECO, et donc c'est notre doctorant, Antoine Cailleret, qui a installé on retrouve les mêmes commutateurs, le Twizy, enfin, la copie de ce qu'on avait fait. Bon, on a dupliqué la manip avec eux, donc ça a été... Mais on restait tous un peu frustrés que bon, la vitesse, on ne sait pas faire. On verra. Alors là, nous sommes dans le laboratoire ANECAM PMI. C'est un laboratoire qui a été construit en moins de 3 mois. On avait une salle vide. On a refait l'électricité, remis toutes les installations en route. Et on a ici mis quelque chose qu'on voulait expérimenter parce que, bon, ce que je disais au début, les véhicules électriques, c'est bien, mais les gens qui ont fait les calculs avant nous ont vu que si on augmente le parc automobile électrique, combien de centrales nucléaires il faudrait construire et comment produire cette électricité. Et là, ça a commencé à vibrer parce que
s'il faut encore ça, la voiture électrique, ça va pas fonctionner, on ne va pas pouvoir la lancer. Et on a imaginé quelque chose qu'on voulait expérimenter, et je vous montrerai dans la suite de cet exposé. Lorsqu'on m'a parlé de charade, on m'a dit oui, ça serait. Ici, vous avez deux pentes, le véhicule peut monter, et derrière, il y a une montée. Donc, en fait, récupérer l'énergie à la descente. Mais récupérer l'énergie à la descente, pas entre le véhicule et sa batterie, mais imaginez plusieurs véhicules. C'est-à-dire un véhicule qui va monter, il va absorber de l'énergie, et celui qui va descendre, il la restitue aux autres. Et là, si vous faites cette différence, on n'a plus besoin de construire de centrales nucléaires. C'est-à-dire que l'énergie qu'on va fournir à un circuit spécifique qui sera la route électrique, qui sera un réseau autonome, les véhicules vont échanger de l'énergie entre eux. Et c'est ce qu'on voulait expérimenter à l'ECAM EPNI à Cergy. Donc, peut-être, c'est ce qu'on fera demain à Charade, mais là, je ne suis pas très sûr. Alors, je vous montre cette photo. Je suis un peu provocateur. Vous avez une borne de recharge. Imaginez, encore celle-là, elle est petite, elle est jolie, une centaine de bornes de recharge comme ça sur la place Jo. Ça ne va pas être joli, ça va poser d'autres problèmes, ça va être compliqué. Par contre, la borne de recharge qu'on vous propose, ce sera celle-ci. Ici, vous avez des véhicules, ils s'arrêtent, on ne voit rien. Bon, ça peut être sur une autoroute, ça peut être à l'intérieur. C'est-à-dire, la route électrique, elle peut être statique ou dynamique. C'est-à-dire une bande de recharge, pour vous donner. Ici, j'ai pris un exemple, 4 passagers, un coût d'une borne de 200 kg, et de l'autre côté, vous en mettez une dizaine de 10, 20, 30 voitures. C'est invisible, ça reste propre, et on ne dénature pas le site. C'est donc le deuxième avantage de la route électrique en statique, cette fois-ci en ville. Alors, il nous reste à résoudre le problème de la dynamique, c'est-à-dire un véhicule en mouvement à grande vitesse. Est-ce que je peux transférer de l'énergie électrique à un véhicule à 130 km/h sur une autoroute? Et ça avait un petit peu. Alors, on a trouvé la solution. Alors, c'est quoi? Au lieu d'avoir des interrupteurs, puisque on a bien compris que l'interrupteur, même s'il va très vite, l'énergie ne s'établit pas. En fait, au lieu d'avoir chaque bobine est alimentée, on a un générateur qui commute sur les autres bobines. Là, c'est que la route électrique, chaque bobine aura son propre générateur. Et c'est le générateur qui va détecter qui est en veille et le véhicule. Alors, on a beau expliquer tout ça aux gens, c'est pas. Et on a exploité une propriété des convertisseurs à résonance qui, eux, détectent le véhicule, et il faut démontrer cela. Donc, d'où on a construit ce petit démonstrateur. Ici, on a un cercle. Lorsque la route serait ces éléments, ces petites bobines qui sont autour du cercle, et le récepteur, le véhicule, serait là. Et vous avez un deuxième véhicule qui est ici, qui est récepteur. Avec ce bras de levier, à une vitesse de rotation de 600 tours minute, on est à plus de 130 km. Et là, on démontre par A plus B que le transfert de l'énergie électrique n'est plus dépendant de la vitesse. Il ne dépendra. La vitesse, c'est la vitesse du véhicule. C'était vraiment la belle découverte.
et qui nous affranchit des problèmes de vitesse. Parce que ça, c'était le frein numéro un. On ne pouvait pas dépasser Et c'était une expérience qu'on voudrait renouveler, et ce qui était prévu sur le programme Charan-Mignon, euh, d'essayer des véhicules de course avec ce principe. Alors après, là, c'est des projets qui sont futuristes. Au lieu d'avoir, on a un tram, il nous reste toujours des parcours hectométriques. Il faudrait d'avoir un tramway qui fait nord, sud, est, ouest. Il se recharge, il complète sa charge à l'arrêt et on part avec un vélo, une voiturette, ce que vous voulez. Celui-ci, c'était un projet très futuriste, mais qui était arrivé trop tôt, d'imaginer un véhicule, de petits véhicules, parce qu'on nous parle beaucoup de voitures électriques qui fait 100 km, de voitures électriques qui fait 500, comme la Tesla et autres. Et en fait, le besoin en électrique aujourd'hui, si on reste au niveau de la ville, ça serait une petite voiture qui partirait, alors là, euh, qui partirait de là et avec laquelle j'irai prendre mon train, que j'irai au supermarché, ça serait le caddie, en fait, la voiture. Mais bon, ça, c'est des rêves, peut-être qui se réaliseront demain. Alors, sur ce que je vous parlais, un autre exemple du véhicule autonome. Vous voyez ici, vous avez un passager, là, vous avez un autre. Vous arrivez à grande vitesse, le temps de calcul, il est ce qu'il est. Alors maintenant, le système, il doit entrer en collision avec lequel des deux passagers. C'est assez compliqué. Par la route électrique, si ça a été fait, l'information, on ne serait pas dans cette situation. Enfin, j'ai pris cet exemple, mais il y en a d'autres. Alors, les Anglais avaient aussi un projet, mais pour l'instant, ça ne s'est pas encore réalisé, de route électrique. Ici, on a un exemple de transport de l'électricité, pas de transfert, avec une distance entre l'émetteur et le secondaire de plus de 5 mètres. Mais la différence, c'est que ici, on est uniquement sur de la petite puissance. C'est-à-dire on peut faire des distances très élevées, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, mais là, on est plus dans les exemples de domotique qu'on retrouve à l'intérieur d'une maison, alimenter un ordinateur, mais on est à des fréquences beaucoup plus élevées. Alors, voilà le projet que j'aimerais bien qui se réalise en Auvergne, sur Charade, et d'imaginer des véhicules ici qui vont échanger leur énergie. Quand je monte, je vais absorber de l'énergie, j'échange. En fait, on arrive à ce qu'on appellerait dans notre jargon le Wi-Fi électrique. Et le complément serait fourni par des panneaux photovoltaïques. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais sur le projet Charade, ça a été repris par le privé. Et donc, avec une première étape, c'est d'installer des panneaux photovoltaïques. Bon, j'espère que la suite se fera, parce que si on reste sur le panneau photovoltaïque, on n'ira pas plus loin. Et donc, l'idée était de faire un circuit autonome avec des essais. Aussi, par exemple, ce qu'on aimerait aussi expérimenter, vous savez que maintenant, dans des rues passantes, où vous avez un passage, un flux important de véhicules, qu'est-ce qu'on fait? On veut limiter la vitesse. Et pour limiter la vitesse, qu'est-ce qu'on fait? On met des bosses. Et donc, on crée encore plus de bruit. Et donc, imaginons, là, je mets des capteurs électromagnétiques pour pouvoir
freiner les véhicules et en même temps récupérer de l'énergie. En fait, c'est le PV direct, c'est-à-dire plus on roule vite, plus on va absorber de l'énergie sur son réservoir. C'est des choses qui peuvent être soit par voie électromagnétique, soit par piézoélectrique. Voilà. Alors, nos projets en Auvergne, ben, on aimerait bien réaliser ces bancs d'essai de routes électriques. Comme je vous l'ai expliqué au début, j'ai commencé mes recherches à Clermont-Ferrand et j'aimerais bien les ramener un peu tout ce que j'ai appris ailleurs et faire des routes électriques. J'espère que pour cela, on aura certainement besoin d'une chaire industrielle sur les transports innovants. Donc, c'est important. Donc, il faut ramener des chercheurs pour travailler sur ces thématiques. Moi, je suis persuadé que l'électricité va jouer un rôle important dans le domaine de la voiture électrique. Les gens, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous manque? Les véhicules électriques sont parfaits. Ils ont même atteint des niveaux d'excellence. Les bornes de recharge, elles fonctionnent, mais on n'a pas le réseau. Si on reconstruit un nouveau réseau, ça va être assez compliqué. Ben, ce réseau, ça peut être la route électrique. La route électrique, elle peut nous apporter beaucoup de choses. Alors, le problème, comme disaient mes collègues à Supélec, c'est qu'on ne sait pas la vendre. Et c'est vrai qu'en France, et ça, c'est ce que m'a appris quand j'ai été voir la première fois le professeur Kazakian du MIT. Il dit, et ça, j'ai trouvé son truc formidable, il dit, vous avez les meilleures écoles d'ingénieurs, mais nous avons les meilleures écoles de marketing commercial. Et c'est les Américains arrivent à vendre tout ce qu'ils veulent. Regardez la Tesla, c'est pas plus compliqué que la Zoé, mais ils ont su la vendre et ils vont encore la vendre encore en mieux. Mais enfin, sur plein d'exemples, c'est vrai qu'on a les meilleures idées, on a les meilleurs ingénieurs, mais sur le plan commercial, je ne sais pas, on n'arrive pas à vendre nos idées comme il faut. C'est ma conviction. J'arrive à cette conclusion. Parce que bon. Hein, nous sommes là pour aider et pour diffuser la bonne parole. Hein. Merci pour cet exposé brillant hein, qui nous permet de bien rentrer dans la réalité de la difficulté qu'il y a justement non seulement à inventer, souvent le fruit du hasard, comme on le redisait ensemble il y a quelques instants, la difficulté qu'il y a à marketer, hein, à faire passer ces idées-là auprès des décideurs, quels qu'ils soient, que ce soit des décideurs du monde industriel, du monde des collectivités territoriales, au niveau de l'État. Donc, toute cette réalité hein, du paysage de la transformation électrique du transport est une réalité qui est complexe parce qu'elle n'est pas monolithique, elle n'est pas univoque. Et c'est bien évidemment avec ces défis-là qu'on va appeler toutes les jeunes générations à travailler pour faire avancer tout ceci. Donc, merci. Hein, avec ce paysage, on l'a vu avec Yves Forisson et avec Alain, des batteries, de l'hydrogène, de tout ce que l'on peut faire à partir de différentes sources. Hein, il n'y a pas de limite à cela. L'induction, et c'est une combinatoire hein, entre tous ces événements-là qu'on arrivera à faire émerger des solutions intéressantes, agréables et puis économiquement accessibles. Il y a Laurent Sabourin de Sigma donc, qui veut intervenir. Oui, bonjour Alain. Donc, moi j'aurais une petite question. Je conçois très bien cette solution sur de l'aménagement en ville essentiellement, qui peut être couplé avec du développement des voitures autonomes, etc. etc. Est-ce qu'aujourd'hui on a une estimation du coût pour 100 mètres ou au kilomètre d'une telle solution? Alors, moi, l'estimation que j'ai, ce n'est pas moi qui l'ai faite, c'est les acheteurs de Renault. Donc, ils ont comparé
un tramway et un système sur un minibus électrique. Ça revient 5 fois moins cher. Voilà. Après, c'est-à-dire les prix dépendent aussi de la quantité. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est comme pour les véhicules électriques, tant qu'on est sur des petites niches, nous les estimations qu'on a, on fait que des extrapolations sur ce que coûte un proto et de ce qui se coûtera demain si on en a 10 000, 20 000, voilà. Non, au point de vue, c'est moins cher, c'est pas très, parce que finalement, c'est composé de quoi? C'est composé que d'un petit, on a un petit, surtout avec la dernière solution qu'on a trouvée, on a chaque bobine à son propre convertisseur. D'abord, on apporte une sûreté de fonctionnement, parce que dans l'ancien système où on avait des systèmes commutés, si le convertisseur tombait en panne, on coupe la route. Il n'y a plus de route électrique. Tandis que là, non, la route peut continuer, même si j'ai un convertisseur, c'est une bobine parmi d'autres. Donc, elle ne se verra pas rien qu'avec l'inertie du véhicule, je passe de l'une à l'autre. Donc, on a une sûreté de fonctionnement, on arrive à un système très économique. Alors, par contre, ce qui coûte le plus cher là-dedans, c'est le génie civil, c'est l'infrastructure. Alors, on a eu des discussions avec Vinci, parce que pas moi, donc moi j'ai participé, mais donc c'était les commanditaires, ceux qui avaient provoqué la réunion, c'était les gens de Renault. Ils ont aujourd'hui des machines comme des grandes fraiseuses. Au lieu de casser le goudron ou un truc, donc on ne fait qu'implanter la bobine, qui est un rectangle que je vais insérer au sol. Et il nous expliquait qu'en une soirée, il pouvait faire 10 km. Donc, ce n'est pas très coûteux. Ce qui coûtera le plus cher, c'est l'arrivée du câble EDF. Parce que, bon, il faut alimenter après les générateurs et tout ça. Bon, c'est l'infrastructure, mais c'est une infrastructure aujourd'hui nécessaire. Parce que même si je ne parle plus de routes électriques, qu'on veut faire que ne serait-ce en ville des bornes de recharge, je ne peux plus les alimenter avec les câbles existants. Parce que les câbles existants, on le voit bien l'hiver ou l'été, quand il y a une surcharge, soit de radiateur, de chauffage ou de clim, ben les réseaux se disjonctent. Parce que la section des câbles, elle est là, elle est à revoir. Bien sûr. Et donc finalement, entre dire je vais mettre à partir du moment où je refais l'infrastructure, et puis après, ce que j'ai expliqué tout à l'heure dans la conférence, c'est que si je reste brutalement, si je veux alimenter directement, ne serait-ce que 10% du parc automobile, il va falloir construire une autre tranche nucléaire. Et dans ces cadres-là, aujourd'hui, personne n'oserait le faire. Donc, c'est pour ça qu'on a dit qu'il faudrait arriver à un réseau particulier dans lequel les véhicules échangeraient de l'énergie entre elles. Et là, le réseau nous fournirait que les pertes.